Dans cet épisode de C'est dans ta tête. Quand ça fait pas de sens, on n'est pas autonome. Ouais. Tu sais, c'est vraiment ça. Quand on a l'impression qu'on agit contre notre gré parce qu'on se sent obligé, qu'on ferait vraiment autrement si on avait le choix, c'est là qu'on se sent pas autonome. Donc, de pas être autonome, ça veut pas dire que il y a des règles. Ça veut dire qu'on croit pas dans ces règles-là, puis on n'est pas d'accord avec ces règles-là. Donc, c'est sûr que quand il y a des règles, plus ces règles-là sont facilement justifiables, mieux c'est. Allô, peut-être pas eu l'occasion de faire connaissance, alors je me présente, je m'appelle Myriam, je suis conseillère en communication, promotion, prévention de la santé mentale chez Santé mentale Québec Chaudière-Appalaches et j'aurai l'immense honneur d'être votre animatrice pour la prochaine année 2025. Ne vous inquiétez pas, pour celles et ceux qui nous écoutent depuis longtemps, vous connaissez Emmanuelle, elle est toujours parmi nous. En fait, elle sera de retour momentanément pour le podcast du mois de février, donc elle aura l'occasion de vous dire un petit coucou et un dernier petit au revoir. Mais ne vous inquiétez pas, Emmanuelle reste parmi nous. Aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer une pro de l'autonomie, Geneviève Majot. Elle est professeure au département de psychologie de l'Université de Montréal et elle est co-directrice du laboratoire de recherche sur le soutien à l'autodétermination. On va jaser ensemble de c'est quoi les déterminants, c'est quoi les conséquences du soutien à l'autonomie sous toutes ses formes. Autrement dit, on va parler de comment favoriser l'autonomie autour de soi et au travail, mais comment on y arrive. Sans plus tarder, je vous invite à découvrir le balado. Bonne écoute! Donc, bienvenue à tous. Bonjour Geneviève, merci beaucoup d'avoir Bonjour. accepté l'invitation d'être avec nous cet après-midi. Je vais vous laisser le soin de vous présenter parce que, comme je vous ai présenté dans l'introduction, vous êtes la pro du soutien à l'autonomie. Donc, présentez-nous un petit peu ce que vous faites, vos recherches, etc. Et tout ça. Ben, merci beaucoup, Myriam. Donc, moi, je suis professeure au département de psychologie. J'enseigne habituellement des statistiques, mais ma recherche porte vraiment sur l'autonomie puis sur comment on peut soutenir l'autonomie des gens dans différentes sphères de la vie. Qu'est-ce que je me suis rendu compte durant que je faisais mes études, c'est qu'on connaissait beaucoup de choses sur comment ne pas brimer l'autonomie, mais beaucoup moins sur comment soutenir activement le concept d'autonomie. Donc, presque toutes mes recherches portent sur la façon d'offrir un encadrement aux individus, mais sans brimer leur autonomie. Donc, j'ai différents volets, soit dans le monde du sport ou je me concentre aussi sur la relation parent-enfant. Mais c'est vraiment le concept d'autonomie là qui m'intéresse. Super. Puis là, dans le fond, aujourd'hui, justement, j'avais plein de questions par rapport à, justement, le soutien à l'autonomie. Mais d'abord et avant tout, j'ai des petites idées préconstruites que je crois que ça vaut la peine qu'on démantèle ensemble. Je sais pas trop comment Oui. dire, mais qu'on prend le fil et qu'on démêle tout ça. Dans le sens où est-ce que, bon, souvent l'autonomie, on va penser que c'est le fait de tout être capable de faire soi-même, de ne pas demander de l'aide. Mais en réalité, c'est pas nécessairement ça. Puis j'aimerais ça que vous nous l'expliquiez. En fait, c'est quoi être autonome? Puis Oui. pourquoi ça serait nécessaire d'être autonome? Parce qu'on nous vise tout le temps, ah, faut que tu sois autonome, etc. C'est beaucoup quelque chose qu'on entend à partir de l'enfance, même l'adolescence. Mais pourquoi c'est important? Puis ça consiste à quoi? Oui, le concept d'autonomie est quand même complexe parce que si on regarde dans le dictionnaire, c'est vrai que l'autonomie fait référence au fait de faire les choses soi-même ou au fait de faire les choses seul. Il y a un courant de recherche qui s'appelle la théorie de l'autodétermination qui a démontré que c'est pas nécessairement le fait de faire les choses seul qui est le plus important, mais c'est vraiment le fait de se sentir à l'origine de nos propres comportements et de les endosser pleinement. Donc, l'autonomie, c'est pas nécessairement le faire seul, c'est vraiment de sentir que ce qu'on fait est cohérent avec nos intérêts et avec nos valeurs. Donc, si on prend l'indépendance, par exemple, le faire seul, si quelqu'un nous oblige à faire quelque chose seul alors qu'on se sent pas compétent pour le faire, on se sentira pas nécessairement autonome. Donc, le fait d'être autonome, ça s'inscrit dans trois besoins psychologiques principaux qui est proposé par la théorie de l'autodétermination. Et ces besoins-là sont pas contradictoires l'un avec l'autre. Donc, le défi, c'est d'être capable de soutenir ces besoins-là
simultanément. Donc, le premier besoin, c'est le besoin de se sentir connecté avec les autres. Donc, si quelqu'un nous oblige à faire quelque chose seul, on se sent déconnecté de cette personne-là, dans le fond. Donc, c'est pour ça un peu que l'autonomie, c'est vraiment différent de l'indépendance, c'est d'être capable de sentir qu'on comprend pourquoi on fait les choses et on peut vraiment le faire de plein gré. Le deuxième besoin, c'est le besoin de compétence. Donc, on a besoin de sentir qu'on a les outils pour agir de façon efficacement à notre environnement. Et avec l'autonomie, ces trois besoins-là ils travaillent en synergie pour soutenir notre santé psychologique. Donc, au niveau de l'autonomie, c'est sûr que quand on fait des choix, par exemple, souvent les gens pensent à ça. Puis je suis allée dans un congrès de la théorie de l'autodétermination, puis j'ai demandé aux gens d'imaginer quelqu'un d'autonome, quelqu'un qui vivait de l'autonomie. Puis après, je leur ai demandé qui pensait à quelqu'un qui faisait quelque chose qu'il aimait ou une activité dans laquelle il pouvait s'épanouir. Et la totalité des chercheurs ont levé la main, puis ensuite je leur ai demandé qui pense à quelqu'un qui fait quelque chose qu'il aime pas nécessairement beaucoup, mais qui trouve important. Puis personne n'a levé la main. Donc même les chercheurs dans la théorie de l'autodétermination ont cette espèce de biais vers le fait de faire des choix ou vers le fait de faire quelque chose qu'on aime. Donc souvent quand on pense à l'autonomie, on pense à faire quelque chose qu'on aime, mais c'est pas nécessairement juste ça. Donc oui, quand on fait des choix puis on fait des choses qu'on aime, qu'est-ce qu'on fait est cohérent avec nos intérêts. Donc ça, c'est une chose. Mais on peut aussi écouter des règles, respecter des protocoles, respecter des procédures de façon parfaitement autonome si on comprend les raisons derrière ces règles-là. Effectivement, mais c'est ce qu'on appelle la marge de manœuvre. Autrement dit, c'est de comprendre pourquoi on fait ce qu'on fait, mais des fois, tu sais, justement, on n'a pas le choix, mais ça nous fait sentir justement plus autonome, puis on se dit, OK, je comprends pourquoi je le fais, donc je le fais, même si c'est pas nécessairement quelque chose qui me motive à fond. Ça, ben, ça va m'aider à être motivée dans mon travail, même si c'est pas quelque chose qui me passionne nécessairement. C'est la différence, mettons, entre quelqu'un, tu sais, souvent on va parler qu'il y a beaucoup de paperasse là, dans Oui, le monde du travail. Donc, c'est la différence entre quelqu'un qui remplit ça, tu sais, vraiment fâché d'avoir à perdre son temps, qui a l'impression qu'il perd son temps quand il fait ça, puis quelqu'un qui le fait pour communiquer au prochain intervenant qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là dans votre propre vie. Donc, je pense que quand on trouve les raisons pourquoi on est obligé de faire certaines choses, on est capable de s'y soumettre, mais d'une façon qui est autonome. Puis quand on se sent autonome, on n'a plus ce sentiment-là de soumission. On est vraiment comme un membre à part entière d'une équipe pour atteindre un objectif commun, là. super. Puis quand on parle de soutien à l'autonomie, là, on fait Oui. référence à quoi? Puis comment on peut faire ça justement pour soutenir les gens autour de nous dans différents contextes à être plus autonomes? Oui, ça c'est la question la plus difficile à répondre. En plus, on l'appelle soutien à l'autonomie. Donc, on fait référence au concept d'autonomie pour décrire quelque chose d'autre. Euh, donc, en fait, la recherche a vraiment, elle s'est beaucoup concentrée sur tous les comportements qui vont brimer l'autonomie. Donc, on sait vraiment que c'est important de pas critiquer les gens, de pas induire la culpabilité, de pas faire de menaces, de pas punir. Tous ces comportements-là, ça brime l'autonomie, mais ça va pas nécessairement activement soutenir l'autonomie. Donc, moi, je pense que c'était en début de carrière, je me suis rendu compte que dans le fond, on n'avait aucune idée c'était quoi les comportements qui permettaient de soutenir l'autonomie. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée voir toutes les recherches qui avaient été effectuées sur le soutien à l'autonomie. J'ai enlevé toutes celles qui mesuraient juste les comportements qui brimaient l'autonomie puis qui regardaient l'impact inverse. Puis j'ai répertorié les comportements qui soutiennent l'autonomie. Puis dans ces comportements-là, il y a trois caractéristiques majeures qui permettent de définir des comportements qui soutiennent l'autonomie. Donc le premier, c'est toujours des comportements qui vont être empathiques par rapport à l'individu qui est devant nous. Donc soutenir l'autonomie, c'est avant tout considérer la personne qui est devant nous comme une personne à part entière.
Donc, une personne qui a des préférences, une personne qui a des envies, des objectifs de développement. Donc, c'est qui cette personne-là qui est devant nous? Puis, autant que possible, je vais considérer cette personne-là avant de prendre mes décisions. Des fois, je peux lui permettre de faire des choix. Et là, cette personne-là peut faire des choix qui lui permettent de changer un peu son milieu de travail pour qu'il soit vraiment plus cohérent avec ses objectifs. Mais des fois, c'est pas possible parce que qu'est-ce que l'individu aimerait est pas en cohérence avec qu'est-ce que l'organisation a besoin, par exemple. Donc là, l'autre caractéristique des comportements qui soutiennent l'autonomie, c'est de reconnaître premièrement l'autre. Donc, c'est quoi ses sentiments? Et ensuite, donner de l'information sur qu'est-ce que nous, on sait qui fait en sorte que ce qu'elle veut, c'est pas cohérent avec ce qui est possible pour nous d'offrir. Donc, de vraiment donner l'information. Puis ça, des fois, les personnes en position de figure d'autorité, ils oublient de donner l'information parce que eux, ils la connaissent bien, cette information-là. Puis des fois, on oublie que la personne qui est devant nous, elle a aucune idée de ce qu'on sait. Donc, d'expliquer les raisons pourquoi il y a des règles, d'expliquer l'importance d'un certain protocole, comme par exemple, s'il y a un protocole qui est un petit peu difficile à accepter pour les employés, on peut, par exemple, expliquer qu'est-ce qui est arrivé qui a fait que le protocole a été mis en place, par exemple. Donc, donner l'information pour que les individus ensuite peuvent mieux comprendre pourquoi il y a des règles ou des protocoles qui sont mis en place. Puis une fois que la personne a cette information-là, autant que possible, d'y laisser la marge de manœuvre, comme vous avez dit tantôt, la marge de manœuvre pour faire les choix dans cette structure-là. Donc, il y a toujours un cadre dans le soutien à l'autonomie parce que faut pas oublier le besoin de compétences. Donc, si on laisse la personne ou les gens faire ce qu'ils veulent, sans rester conscients qu'ils ont besoin de se sentir compétents et connectés, on va pas soutenir leur autonomie parce que si on se sent pas compétent, on peut pas être autonome non plus. Donc, c'est quand même assez difficile de soutenir l'autonomie. Puis, des fois, on va parler plus en termes de soutenir les trois besoins parce que c'est plus difficile des fois, c'est difficile de départager qu'est-ce qui soutient juste l'autonomie, qu'est-ce qui soutient la compétence. Puis les comportements qui soutiennent à la fois la compétence et l'autonomie, c'est souvent les comportements qui sont efficaces là, en milieu de travail, mais aussi dans le monde du sport, puis même dans la relation parent-enfant, là. Ouais, ben c'est ça, parce qu'au début, tu sais, on parle beaucoup d'autonomie. Par exemple, quand on est jeune, on parle de l'importance de donner des choix aux enfants. On sait que c'est bon, mais justement, en quoi c'est bon justement d'avoir ces règles-là, justement, parce que je pense que c'est un beau rappel, là, parce qu'on les a dès l'enfance, ça suit souvent l'adolescence, mais après ça, tu sais, on l'a sur le cadre du travail, mais dès l'enfance, en quoi ça vient nous donner un soutien, mettons, quand on est enfant? Ça nous Les aide. règles ou les choix, ou je peux Euh, dire les deux dans le fond. les deux, dans le fond, ouais, pas Ouais. mal. Ben, les deux, mais c'est sûr que de sentir que tu as le choix, c'est sûr que ça donne un bon effet. Oui. Tu sais, c'est souvent des périodes dans la société, tu sais, mettons des années 60, 50, 60, les parents étaient un peu plus contrôlants. Donc, il y a eu tout un mouvement pour vraiment mettre l'emphase sur les choix, puis sur le fait que l'enfant, il peut être maître de ses jeux, ses activités. Mais là, on est peut-être allé un peu trop à l'extrême que l'enfant, il devient, vous avez déjà entendu parler de l'expression de l'enfant roi qui prend toutes les décisions, etc. Donc là, c'est peut-être le temps de revenir vers peut-être un meilleur compromis entre les règles puis de donner des choix aux enfants. Donc, c'est vraiment important de penser à qu'est-ce que l'enfant a besoin de développer pour qu'il puisse être intégré ensuite dans ses cercles d'amis à l'école. Donc, un enfant qui a jamais de règles à respecter, c'est pas un enfant qui développe ses capacités de régulation. Donc, pour les parents, une façon de s'y prendre, c'est vraiment de réfléchir à qu'est-ce qui est vraiment important pour nous. Donc, on parle beaucoup de choisir ses guerres, là. Donc, il y a des règles qui sont vraiment importantes pour nous, pour lesquelles l'enfant aura pas de choix. Puis on peut soutenir son autonomie différemment parce que l'autonomie, c'est pas seulement faire ce qu'on veut. L'autonomie, c'est aussi comprendre pourquoi une règle, c'est important. Donc, c'est la différence entre un enfant qui se brosse les dents
parce qu'il veut pas se faire punir, ou un enfant qui se brosse les dents parce qu'il comprend que il s'est fait dire que ça va lui permettre de pas avoir de caries plus tard. Donc de prendre le temps de simplement expliquer aux enfants pourquoi les règles sont là. Déjà là, ça fait une différence, même si l'enfant il va pas magiquement écouter. OK, c'est pas magique, Effectivement. mais c'est à force de répéter, les enfants commencent à comprendre. C'est comme si ça leur donne une structure dans laquelle ils peuvent d'eux-mêmes comprendre que c'est important de fermer la porte l'hiver, par exemple, ou de se brosser les dents, etc. Donc, les règles, ça permet en fait, deux choses. Ça permet d'aider les enfants avec leur régulation, parce que les enfants, quand ils sont petits, ils ont pas les habiletés de régulation que les adultes ont. Ils ont vraiment besoin de soutien. Donc, un enfant qui écoute pas, c'est pas un enfant qui est pas gentil ou tu sais, qui veut nous fâcher. C'est presque toujours un enfant qui arrive pas à se réguler. Donc, les règles, ça met une espèce de structure, ou les routines aussi. Les routines chez les enfants, ça les aide à savoir qu'est-ce qui s'en vient. Et donc, ils peuvent se préparer à qu'est-ce qui s'en vient justement d'une façon autonome parce qu'ils sont habitués que c'est ça la prochaine étape. Puis les règles, c'est la même chose. Ça crée des contingences claires pour les enfants. Puis là, ça les aide à développer une certaine compétence dans leurs interactions avec les autres. Mhm. Fait que ça développe tout ce qui est compétences socio-émotionnelles, autrement dit, tu sais, ça vient les aider là-dedans, puis ça vient sûrement les aider aussi d'une part avec leur estime de soi. Ça crée plein de moments qui sont des petits succès pour les enfants aussi. Donc, c'est sûr que quand les enfants réussissent à respecter une règle, tu sais, de le souligner, tu sais, comme par exemple, si il y a souvent de la chicane parce que l'enfant veut pas s'habiller le matin, si on prend le temps de souligner, hey, ce matin, tu t'es levé, t'as mis ton chandail, puis t'étais prêt, puis t'as eu du temps pour jouer avant de partir. Quand on souligne ces bons coups-là, ça nourrit leur sentiment de compétence, puis ça leur donne envie aussi de répéter l'expérience plus tard, là. Fait que si je comprends bien, il y a vraiment tout un genre de mécanisme à mettre en place de sorte à ce que justement les enfants comprennent pourquoi il y a des règles, donc vraiment expliquer le pourquoi du comment, puis à un moment donné, ça va finir par devenir une routine. Il y a tout ce développement de sentiment de sécurité aussi, là, dans le sens où est-ce que quand je le sais que je fais telle chose pour telle raison, ben c'est sécurisant, ça vient encore une fois dans une routine, ce qui peut vraiment aider. Puis justement, toute la notion de petit succès à tous les jours m'aide à construire confiance en moi, estime de moi-même. Parce qu'on le sait, l'estime de soi se travaille beaucoup, ben, la confiance en soi se travaille beaucoup par l'accumulation de petits succès, Oui, de positifs à travers notre vie. Euh, mais tu sais, rendu justement adulte, là, oui, on arrive dans un autre paire de manches, on arrive dans une autre réalité parce que bon, il y a le travail et tout ça. Puis justement, des fois, il y a toutes les relations hiérarchiques, comme on peut dire parfois dans le milieu du travail. Comment on vient justement trouver son autonomie au travail? Parce que des fois, on arrive justement dans des milieux qui sont hyper structurés et structurants. oui. Donc, comment, d'une part, les gestionnaires peuvent faire en sorte que les gens se sentent plus autonomes et par le fait même en soi mieux? Oui. Puis, tu sais, comment on met ça en action quand on est gestionnaire ou même quand on est employé? Comment est-ce qu'on peut peut-être aider à, à favoriser l'autonomie dans un milieu de travail? Oui, je pense que j'aimerais commencer en disant que c'est sûr que le gestionnaire, c'est lui qui a le plus de pouvoir dans une Mhm. relation hiérarchique. Donc, c'est vraiment les gestionnaires, puis plus ils sont haut placés, plus ils ont la capacité de créer des environnements qui peuvent soutenir les besoins intrinsèques des individus. Parce que des gestionnaires, si eux-mêmes sont contrôlés par leur propre gestionnaire, la tendance naturelle, c'est de devenir contrôlant. Ça, on pourra en reparler plus tard, là, Oui, pourquoi les gens oui. sont contrôlants. Donc, c'est ça. Donc, plus les gens sont haut placés dans la hiérarchie dans une entreprise, plus ils ont du pouvoir pour créer l'environnement qui soutient l'autonomie. Donc, ceci dit, ça veut pas dire que les employés, même quand ils sont dans un environnement où il y a beaucoup, beaucoup de règles, ils sont
ils sont victimes nécessairement de leur gestionnaire. Donc, il y a deux choses qu'ils peuvent faire. La première chose, c'est vraiment de se demander à quoi ils servent leur travail. Tu sais, parce que s'ils ont été engagés, c'est parce qu'il y a une fonction importante qu'ils doivent faire. Puis il y a pas de travail qui est pas important. Si les gens sont engagés, c'est parce que le travail qu'ils font, c'est réellement important, puis de se souvenir de ça. Puis avant d'aller travailler, même quand ça ne tente pas, de reconnaître, ah, ça me tente pas d'aller travailler aujourd'hui, mais grâce à moi aujourd'hui, qu'est-ce qui va arriver? Donc, d'aller chercher les raisons pourquoi on fait notre travail. Puis même si on n'aime pas notre travail, on peut quand même se rappeler pourquoi ce travail-là il est important. Donc, je dis pas qu'un travail qu'on n'aime pas, tout d'un coup, on va l'aimer. On va pas l'aimer. Mais on peut se sentir quand même autonome, même si on l'aime pas, en autant qu'on comprend l'importance de ce qu'on fait, puis surtout l'impact qu'on a sur les autres. Donc, à n'importe quel niveau d'emploi, on a un grand impact sur les gens autour de nous, puis de se rappeler cet impact-là, ça permet de donner un sens là, à ce qu'on fait. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, puis ça, c'est par rapport à notre relation avec notre gestionnaire, de prendre des occasions de mentionner ce qu'on aimerait qui change. Tu sais, si on voit une façon d'améliorer notre travail, d'essayer de le mentionner, toujours d'une façon qui respecte les besoins de notre gestionnaire. Donc, garder en tête que notre gestionnaire, lui aussi, c'est une personne qui a des besoins d'affiliation, de compétences puis d'autonomie. Donc, d'essayer de soutenir ces besoins-là de notre gestionnaire et de communiquer nos souhaits ou nos objectifs de carrière ou des façons qu'on pourrait améliorer notre travail parce que des fois, les gestionnaires, ils sont même pas au courant qu'il y aurait une façon de changer les choses qui seraient productives. Là, c'est sûr que malheureusement, c'est vraiment pas tous les gestionnaires qui vont être ouverts à ce genre de comportement-là. Donc, il y a une façon de le faire doucement sans nécessairement Mhm. insister. Tu sais, moi, je pense que Ouais. qu'est-ce que j'ai envie de dire, c'est que les choses peuvent se dire une fois, puis on regarde c'est quoi la réponse du gestionnaire, puis on s'adapte là, à cette réponse-là. Ça, c'est pour les employés. Ouais. Les gestionnaires, eux, ils peuvent vraiment faire beaucoup de choses. Les trois comportements typiques ou les plus connus, c'est les trois comportements qui correspondent aux caractéristiques que je vous ai dit tantôt. Donc, pour être empathique, c'est vraiment d'être capable de reconnaître les sentiments de nos employés. Donc, au lieu de vouloir changer comment ils se sentent, d'écouter vraiment qu'est-ce qu'ils disent. Donc, si une tâche est difficile pour eux, de pas essayer de les encourager en disant c'est facile, de vraiment reconnaître ce bout-là de la tâche, c'est plus difficile pour toi, ça c'est pas quelque chose que t'aimes. Après ça, fait que ça c'est de reconnaître puis de valider dans le fond l'expérience de nos employés, de donner l'information. Donc une des choses que qu'on enseigne nous dans nos programmes là, pour soutenir les besoins, c'est au lieu de dire mais, de dire en même temps. Donc quand on dit mais, souvent on efface les toute la validation qu'on vient de faire avec un mais. Donc, on dit en même temps. Donc, t'aimes pas ça? En même temps, voici les exigences pour aujourd'hui, par exemple. Puis d'une façon toujours empathique. Donc, souvent, on a tellement peur que lorsqu'on valide, la personne voudra plus le faire, qu'on a tendance à essayer de convaincre que finalement c'est intéressant ou de cacher de l'information. Tu sais, c'est difficile d'avoir confiance que la personne devant nous elle va avoir envie d'aider ou de contribuer à Mhm. son milieu. Mais c'est des besoins intrinsèques que les humains ont. Si quelqu'un a le choix entre faire quelque chose qu'il trouve important ou quelque chose qu'on y a sur lequel ou quelque chose qu'on l'oblige à faire, il va toujours prendre le premier. Là, c'est vraiment quelque chose qui fait une grosse différence pour nous. Donc, j'invite même les gens qui nous écoutent à penser à leur meilleur employeur puis à leur pire. Puis oui, ils vont voir que une des choses qui change entre ces deux-là, c'est vraiment le soutien des trois besoins. C'est Oui. ça. Puis il manque le dernier que tout le monde pense un peu naturellement, c'est
d'essayer de délimiter un espace pour que l'employé puisse faire des choix puis Mhm. décider un peu du comment il fait son travail. Tu sais, on peut avoir des objectifs d'entreprise, mais la façon que l'employé arrive à faire ces objectifs-là, peut-être est moins important que sa capacité à réellement le faire, là. Oui, ben c'est ça, parce que souvent aussi, ce qui arrive, puis des fois, c'est par souci de peut-être d'égalité auprès de l'équipe, des tâches. Des fois, c'est juste peut-être, ça vient peut-être d'un stress, d'une anxiété, mais tu sais, des fois, il y a la tendance à micromanager, comme on dit. Oui, Fait que oui, regarder un petit peu ce que tout le monde fait, puis devoir être un petit peu plus dans les tâches de tout le monde. Puis, tu sais, des fois, ça peut partir vraiment de X ou Y raison, mais comment, justement, on peut éviter ça? Comment, justement, dans ce cadre-là, on peut se dire, OK, comment je délimite l'espace de je laisse le droit à mon employé en réalité de faire, bon, ben, vas-y tel, comme tu le vois, ou peu importe. Comment on peut oui. être Je pense flexible? que vous l'avez bien dit, tu sais, je pense qu'il y a quand même une anxiété des gestionnaires de laisser aller, tu sais, pas au cas où que ça soit pas fait comme il va. Donc, l'idée, moi, je dirais, c'est vraiment de commencer par des plus petites responsabilités. Donc, d'avoir cette idée-là en tête, tu sais, dans une perspective de croissance. Donc, on commence par une petite chose, on donne du feedback, la personne s'adapte ou ça s'adapte pas. Si elle s'adapte pas, on mentionne qu'elle s'adapte pas. Et là, ça permet d'expliquer un peu pourquoi cette personne-là a moins de latitude. Donc, c'est vraiment puis pas dans un esprit punitif, dans un esprit de, pour l'instant, il y a ça à travailler, à apprendre. Lorsque ça va être fait, tu vas avoir la latitude pour le faire. Donc, c'est toujours de garder en tête les compétences de l'employé, puis de donner la latitude qui correspond aux compétences de cet employé-là. Donc, on n'est jamais offusqué d'avoir de l'aide lorsqu'on ressent le besoin d'avoir de l'aide. On devient offusqué lorsqu'on a l'impression qu'on est capable de faire un travail, puis là, la personne, elle vient nous dire comment le faire. Donc, quand on parle de micromanagement, c'est toujours dans une situation où la personne, elle sent elle aurait pu le faire par elle-même. Parce que si on sent pas qu'on a besoin si on sent qu'on n'a pas les compétences pour faire une tâche, là, on va se plaindre qu'on n'a pas assez de soutien. Donc, c'est vraiment de discuter avec l'employé puis de dire, cette tâche-là, c'est la première fois que tu le fais, on va le faire ensemble, puis dans une optique de transfert de connaissances aussi, puis je pense que si c'est fait dans un esprit de collaboration pour développer les compétences, c'est très différent que de le faire dans un esprit où il y a un manque de confiance, où il y a un besoin de contrôle du gestionnaire, là. Oui, puis ça sera pas reçu pareil non plus de la part de l'employé en question, là. Tu sais, si on arrive et on fait comme, hey, j'ai remarqué qu'il y avait plus de difficultés à ce niveau-là, je te propose de t'accompagner là-dedans pour éventuellement, on va être capable de faire ça, puis que ça se passe bien, puis que ce soit facile aussi pour toi, parce qu'il y a aussi toute cette notion-là, tu sais, la personne que ça y prend peut-être du temps ou qui n'est pas capable encore d'être à 100% autonome, ben c'est sûrement parce qu'elle a besoin d'un soutien, mais tant et aussi longtemps qu'elle n'aura pas ce soutien-là, ça ne va pas être aidant aux personnes, parce que la personne va aussi sentir que, bon, je suis moins bonne, ou tu sais, ça vient aussi là-dedans. Puis ce qu'on voit aussi quand même quelquefois également, c'est justement euh, certains gestionnaires vont appliquer vraiment un cadre plus rigide, plus structurant, je devrais dire, parce que il y a une ou quelques personnes dans l'organisation justement qui auraient besoin d'un soutien davantage pour atteindre une certaine autonomie dans ces tâches. Mm. Fait que là, ça fait en sorte que le gestionnaire ou la gestionnaire décide de dire, bon, ben, je vais mettre un cadre plus strict, mais pour l'ensemble des employés. Puis à ce moment-là, ça peut être problématique. Puis justement, pourquoi c'est problématique? Puis justement, comment est-ce qu'on peut... Tu sais, c'est possible, en fait, c'est envisageable d'aller directement parler envers ces personnes-là, de ce que j'en comprends, plutôt que d'appliquer ça à l'ensemble de tout le monde. Ben là, c'est là que il y a, tu sais, en psychologie, il y a jamais juste une variable à considérer, Mhm. là. Fait que c'est sûr que pour l'autonomie, ça serait mieux que ça soit juste cette personne-là qui ait un cadre plus serré que les autres. Par contre, il y a tout l'aspect d'équité au travail, Ouais.
puis du sentiment de justice. Donc, c'est sûr que s'il y a des règles, comme par exemple pouvoir travailler de la maison versus non, c'est quand même délicat là, de pouvoir d'avoir pas les mêmes règles selon le niveau de productivité ou de compétence des parce que c'est sûr que ceux qui n'ont pas atteint le niveau de productivité ou de compétence, ils vont se sentir vraiment diminués par ce genre de politique-là. Donc, c'est comme ces règles-là qui sont faites pour tout le monde, ils ont une raison d'être. Mhm. Cette raison-là, c'est dans le fond pour protéger le sentiment de compétence des gens qui ont moins de facilité ou des gens qui commencent. Donc, ou des fois, c'est pour permettre, comme par exemple, travailler au travail, là. C'est une des raisons d'obliger les gens de venir au travail, c'est pour que les nouvelles personnes puissent recevoir du soutien informel. Donc, puis il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau informel. Donc, dans les discussions, premièrement, les gens ont un besoin de connexion plus grand. Il y a plus de soutien, donc la compétence se développe plus facilement. Donc, moi, j'inviterais les gestionnaires, quand ils veulent instaurer une politique égale pour tout le monde, de vraiment donner ces raisons-là. Donc, pourquoi Mhm. que vous avez pas, tu sais, de reconnaître, par exemple, je le sais que dans l'équipe, il y aurait des gens qui n'auraient pas besoin de cette règle-là. Ou je sais que dans l'équipe, il y a des gens qui préféreraient travailler à la maison. J'ai pris la décision que ça se passe pas, que tout le monde doit travailler au travail pour telle et telle ou telle raison. Puis là, les gens peuvent, premièrement, ils se sentent entendus dans leur individualité, puis ils peuvent aussi endosser ces raisons-là. Donc, c'est quand même difficile pour quelqu'un de pas être d'accord avec l'importance que les jeunes soient inclus ou Ben qu'ils oui. soient, tu sais, fait que je pense que c'est de leur faire confiance assez pour expliquer ces raisons-là. Puis ça, c'est pas de la magie, là. Ça veut pas dire que les gens vont être d'accord avec nos raisons. Des fois, ils sont pas d'accord avec les raisons, mais simplement le fait de dire les raisons, c'est une marque de respect, puis ça soutient l'autonomie davantage que de cacher ces raisons-là au cas où que les gens seront pas d'accord, là. Mhm. Fait que de Ouais, ce que j'en comprends en soi, c'est pas mauvais lorsqu'on va recadrer un petit peu plus davantage toute l'équipe. Je pense que la question justement que les gestionnaires doivent se poser, c'est qu'est-ce qui est le meilleur pour l'ensemble de l'équipe, pour c'est ça. l'organisation. Puis après ça, c'est du cas par cas, puis c'est de voir, bon, c'est quoi qui est le plus adapté dans cette situation-là, mais toujours dans le but de, on le fait avec respect, transparence et bienveillance, autrement dit. Fait qu'il n'y a pas une bonne Oui. recette, c'est vraiment comme du cas par cas, puis les deux sont bons. C'est ça, exact. Il y a pas de, exactement, il y a pas de règles communes. Tu sais, souvent, ben, j'imagine que, tu sais, comme je sais qu'il y a des livres qui ont été récemment écrits, là, par Sonia Lupien sur le stress au travail, là, qui parlent de comment que, d'avoir juste du travail à la maison, là, c'est pas nécessairement bon pour plein Mhm. de raisons. Mais moi, je connais pas tant que ça toutes les règles ou qu'est-ce qui est mieux par rapport à ce genre de choses-là, mais c'est plus dans la façon qu'on communique les règles qui fait vraiment une grosse différence. Donc, est-ce que ces règles-là sont imposées à l'équipe sans aucune explication? Est-ce qu'on fait semblant à tout le monde que c'est bien mieux de venir au travail? Ou est-ce que au contraire, on reconnaît que peut-être que eux seraient même plus productifs s'ils travaillaient de la maison? Parce que des Mhm. fois, c'est ça. Les gens, ils veulent travailler de la maison, par exemple, parce qu'ils seraient plus productifs. Donc, c'est difficile de comprendre après une règle qui les oblige d'être au travail. C'est très incohérent. Donc, Mhm. dans ce genre de climat-là, l'autonomie est vraiment brimée, là. Je comprends. Tu sais, l'employé il veut être compétent, productif, puis c'est son employeur qui le brime, là. Fait Ouais. que, c'est ça. Fait que, tu sais, d'avoir une discussion par rapport à ça, puis d'expliquer les raisons derrière ces règles-là, là. Mhm. Puis après ça, ben, il y a moins de frustration aussi parce que justement, on comprend davantage. Puis là, on sent qu'on a une marge de manœuvre. Tu sais, souvent, quand on est frustré, en tout cas de ma perception, là, je ne suis pas scientifique, là, vous me direz si j'ai tort, mais j'ai l'impression que souvent, quand on va vivre une frustration en tant qu'employé ou en tant qu'humain en général, ça va être souvent justement parce que ça va être en lien avec nos valeurs. Il va y avoir souvent un conflit de valeurs. Puis si c'est pas expliqué, c'est là souvent qu'il va y avoir frustration qui va
s'empiler un petit peu qui va monter parce que ça va pas faire de sens. C'est ça. Mais quand ça fait pas de sens, on n'est pas autonome. Ouais. Tu sais, c'est vraiment ça. Quand on a l'impression qu'on agit contre notre gré parce qu'on se sent obligé, qu'on ferait vraiment autrement si on avait le choix, c'est là qu'on se sent pas autonome. Donc, de pas être autonome, ça veut pas dire que il y a des règles. Ça veut dire qu'on croit pas dans ces règles-là, puis on n'est pas d'accord avec ces règles-là. Donc, c'est sûr que quand il y a des règles, plus ces règles-là sont facilement justifiables, mieux c'est. Donc, par exemple, dans un contexte où le travail peut être fait de la maison, d'obliger tous les employés à être là 5 jours semaine, c'est sûr. Est-ce que c'est la règle qui est la plus cohérente avec les besoins des employés? Tu sais, fait que quand on montre de la flexibilité par rapport aux besoins des employés, on peut atteindre les deux objectifs. Donc, si par exemple moi j'ai l'objectif qui est de l'interaction entre mes employés, que les plus jeunes aient un certain mentorat, qu'il y ait des idées qui soient véhiculées, que les gens interagissent ensemble. Puis là, j'ai mon employé qui me dit qu'il perd beaucoup de temps au travail parce que tout le monde placote toujours, par exemple. Ouais. C'est souvent ça, dans le fond. Est-ce que il n'y a pas un compromis à atteindre, là? Donc, c'est vraiment de considérer l'autre comme quelqu'un qui a vraiment un feedback à nous donner qui vaut quelque chose, puis de le considérer dans nos décisions. Puis si on peut pas le considérer, d'expliquer pourquoi. Parce que si on l'a pas considéré, techniquement, on devrait avoir une bonne raison. Puis de Ouais, la ben oui. communiquer à notre employé. Puis des fois, c'est des politiques, ça peut être vraiment n'importe quoi, mais c'est important de le dire finalement. Fait autrement dit, je pense que dans le milieu du travail, mais c'est comme ça aussi chez les enfants, chez les ados, Oui, parlons-nous. oui, oui, c'est ça. Parlons-nous, tu sais, l'idéal, c'est d'avoir un cadre parce que c'est structurant, puis ça peut nous aider justement à savoir où est-ce qu'on s'en va. Quand on sait où c'est qu'on s'en va, souvent ça va mieux, on est plus efficace, puis quand on se sent plus efficace aussi, on a une meilleure confiance en nous, mais en dehors de tout ça, c'est parlons-nous, ayons pas peur de nommer nos besoins, puis d'expliquer aussi des fois qu'on n'est pas capable de répondre à ce besoin-là, d'expliquer quelles sont les limites, puis pourquoi ces limites, elles sont là, parce qu'en soi, il y a une bonne raison derrière tout. Il y a la fameuse excuse de parce que c'est comme ça. Ouais, c'est ça. Autrement dit, on devrait jamais l'entendre dans Non, ben, le si vous idéal. n'avez pas de bonne raison, faut se demander pourquoi la règle est là. Ouais, C'est ça. autrement dit, ouais, mais c'est ça. Ça C'est devrait ça. toujours être pris selon une certaine logique, surtout Oui. d'équité et tout ça. Super. Puis à l'inverse, de donner sa raison d'une règle, ça veut pas Mhm. dire qu'il faut convaincre l'autre puis qu'il soit d'accord avec cette raison-là. Fait que quand on donne une règle, on dit la raison, on n'a pas à discuter avec la personne juste à temps qu'elle soit d'accord, là. Mhm. Fait que c'est pas la même chose convaincre l'autre de notre explication puis de donner l'explication. Donc, on donne la raison une fois. On n'a pas besoin de convaincre la personne qui est d'accord pour qu'elle soit d'accord avec cette raison-là. C'est sûr que c'est mieux parce que la personne, elle va plus adhérer à la règle. Mais le fait qu'il y ait une raison, la personne est capable de comprendre qu'il y a une raison puis qu'elle n'est pas d'accord avec cette raison-là. C'est déjà une étape de plus que si Mhm. on n'a pas donné la raison. Absolument, absolument. Et pour finir, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous aimeriez dire vraiment que pour le soutien à l'autonomie vraiment en général, là, pour favoriser l'autonomie des uns et des autres, y a-t-il quelque chose de plus que vous aimeriez ajouter ou vraiment quelque chose que vous aimeriez que les gens, en partant de cette écoute-là, ils retiennent dans leur vie en général? Ben, j'aurais deux choses. Donc, la première chose, c'est que les comportements qui ont été étudiés dans la recherche sont pas vraiment suffisants pour élever des enfants au jour le jour ou même pour être un bon gestionnaire. Donc, donner du choix, donner des explications, puis reconnaître les sentiments des autres. Juste ça au jour le jour, c'est pas assez. Mhm. Mais il y a un livre qui existe qui offre 30 outils qui permet de soutenir l'autonomie des jeunes enfants au jour le jour. Et ce livre-là a été inspiré
par la même personne qui a inspiré la théorie de l'autodétermination, qui a développé le soutien à l'autonomie. Donc, c'est vraiment un bijou de livre. Ça s'appelle « Parler pour que les enfants écoutent ». Écouter pour que les enfants parlent de Faber Maslich. Moi, je ne suis pas en conflit d'intérêt par rapport à ce livre-là, mais dans nos recherches avec ma collègue Mireille Joussemet, on a évalué l'impact d'offrir cet atelier-là à des parents avec des conséquences très intéressantes. Donc, on a vraiment vu que de suivre l'atelier qui est lié à ce livre-là, ça nous aide à soutenir l'autonomie envers nos enfants. Nous, on a développé un peu une version basée sur nos recherches aussi pour le monde du travail et le monde du sport. C'est l'initiative Reroute. Donc, c'est un collectif qui permet d'enseigner ce genre de comportement-là qui soutient l'autonomie. Aussi, comment donner du feedback. Donc, quand on donne de la rétroaction, il y a vraiment une façon de donner on l'appelle la rétroaction orientée vers le changement parce que c'est lié à des conséquences positives. Donc, on pouvait pas vraiment l'appeler de la rétroaction négative. Donc, c'est vraiment une façon que quand on a du feedback à donner, comment on peut reconnaître les difficultés de la personne, comment on peut donner l'information de qu'est-ce qui reste à aller travailler, etc. Donc, il y a des façons, il y a beaucoup de comportements qui nous permet justement de soutenir les 3 besoins chez un individu là, de façon simultanée. Donc ça, c'était la première chose. Puis, je sais pas si vous vouliez parler des obstacles puis des facteurs facilitants du soutien à l'autonomie. J'aimerais juste peut-être rassurer l'auditoire là, dans le fond que c'est pas facile de soutenir l'autonomie puis qu'on est tous contrôlants de temps en temps. Donc la mère de Caillou là, c'est pas un bon exemple. La mère de Caillou est toujours quasiment permissive, est toujours de bonne humeur. Ça marche pas comme ça au jour le jour là. On a tous des bonnes et des mauvaises journées. Et puis nous on a fait des recherches où on manipulait le stress là chez les mères. Donc on leur faisait penser, tu sais à la pression d'être un enfant de nos jours, puis comment que le monde était rendu compétitif, puis les mères avaient tendance à devenir contrôlantes dans un contexte comme ça. Donc, quand on fait face à des pressions, soit que notre enfant est pas compétent ou notre employé est pas compétent, soit que notre superviseur est pas content de nous. Donc, dès qu'on a une espèce de sentiment d'urgence puis de stress de performance puis que notre ego est en danger, malheureusement la tendance naturelle c'est vraiment de devenir contrôlant avec autrui parce que ça fait pas c'est pas on se sent pas tant mal d'être contrôlant, c'est vraiment on se sent mal d'être contrôlé. Ouais. Mais quand on est contrôlant, c'est comme une façon un peu d'aller rechercher justement du contrôle sur notre environnement. Puis ça, c'est pour ça qu'il y en a autant, là. Donc, c'est de rester conscient de ça, que quand on est stressé, c'est là qu'il faut faire le plus attention dans la façon qu'on va parler aux gens autour de nous, là. C'est vraiment comme un mécanisme de défense, là, qui je rentre pense en que oui. marche. Oui. Ouais, ben merci beaucoup. C'était vraiment intéressant. J'aurais resté comme ça des heures. Ça me fait plaisir. Je vous remercie de m'avoir invitée. J'étais contente de parler de ça avec vous parce que c'est quand même un sujet qui est complexe, l'autonomie, là. C'est vraiment un sujet qui a plein de facettes. Ouais. Oui, puis tu sais, c'est différent d'une personne à l'autre, du contexte à l'autre, puis c'est vraiment comme du cas par cas, mais on part toujours d'une certaine base qui se veut bienveillante et transparente, puis après ça, ben, c'est de voir comment est-ce qu'on peut l'appliquer au quotidien, mais je suis sûre que ça va en outiller plus d'un parce que moi, ça m'a aidé à comprendre plein de choses. Oui, puis durant le temps des fêtes, oui, non, je pense que ça va être disponible toute l'année, mais durant toute l'année, je vous encourage à trouver des activités, tu sais, dans lesquelles vous pouvez vraiment faire quelque chose dans lequel vous vous sentez compétent, quelque chose qui est joli, qui est important pour vous, parce que ça nourrit les 3 besoins et votre santé mentale en même temps. Yes. Ben, merci beaucoup. Merci! Le balado C'est dans ta tête, le balado qui vise à créer, développer et renforcer la santé mentale.
J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous outillera davantage sur comment prendre soin de vous et de votre santé mentale. N'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions sur le sujet d'aujourd'hui en commentaire. On se dit au mois prochain et d'ici là, si vous voulez en découvrir plus, je vous invite à visiter notre site web au www.santémentalca.com.